Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Il y aura d'autres suppressions de postes, fermetures de sites industriels dans les semaines, les mois qui viennent. Ça se comptera en milliers d'emplois supprimés. C'est ce que dit le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, automobile, chimie notamment. La CGT réclame un moratoire sur les licenciements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Déjà, si le ministre lui-même le dit, c'est que ça va être violent. Et le dit aussi franchement. Deuxièmement, si on pouvait cesser de voir ce sujet, qui est un sujet maintenant qui date d'une bonne vingtaine d'années, puisque derrière, c'est le sujet de la désindustrialisation de notre pays. Si on pouvait cesser de le voir par le petit bout de la lorgnette ou par les effets et non les causes, ce serait... Il n'empêche qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, donc oui, mais pourquoi ? c'est un effet. Et le RN pourrait s'associer là à la CGT oui, mais pourquoi ? sur ce type de sujet. Évidemment que quand on est dans l'urgence, oui, il faut protéger les emplois. Ça veut dire quoi, protéger les emplois ? Voir, on peut pas interdire les licenciements. On n'est pas dans une économie soviétique, on ne peut pas interdire pour vous, qui est les licenciements. 20 ans de politique de désindustrialisation, le fait que l'on soit les champions d'Europe des prélèvements obligatoires, le fait qu'on soit les champions d'Europe des impôts de production, le fait qu'on ne se résout pas depuis 20 ans, et là je parle autant en tant que Français qu'en tant qu'Européen, à un protectionnisme intelligent. L'Allemagne qui est en crise a aussi trop de prélèvements obligatoires, c'est vraiment ça la seule cause ? Mais l'économie allemande, l'industrie allemande va beaucoup mieux que l'industrie française. En ce moment, c'est pas vraiment le cas. La croissance allemande est inférieure à la croissance française. Oui, mais vous avez vu d'où ils partent. Vous avez vu le niveau d'industrie de l'Allemagne. Non, je suis désolé, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Non. Et puis non, il y a deux solutions. Et d'ailleurs, l'exemple américain, comme tous les grands pays aujourd'hui, les grands groupes de pays économiques, ceux qui fonctionnent, ceux qui marchent, ceux qui produisent encore de la richesse, ceux qui ont un chômage très bas, fonctionnent avec deux principes. Une fiscalité qui aide et qui encourage à la production, qui ne massacre pas les entreprises, qui ne massacre pas l'industrie, et de l'autre côté, un protectionnisme intelligent. Pour bien comprendre, Michelin, 1250 suppressions d'emplois évoquées à Vannes et à Cholet. Vous, concrètement, vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites ? Nous, concrètement, on met en place une politique qui pourra porter ses fruits assez rapidement, mais qui redonne les Je vous parle pour le cas de Michelin. C'est 1250 emplois supprimés. Vous permettez que ces emplois soient supprimés, vous accompagnez, comment vous faites ? On accompagne. On essaie d'accompagner pour limiter le gouvernement. La casse sociale. Mais une fois qu'on est arrivé, évidemment, à une politique catastrophique qui a des résultats catastrophiques, on ne peut faire que des pansements. L'une des questions, et c'est un sujet qui est récurrent, c'est comment on fait pour contraindre les entreprises qu'on aide à maintenir l'activité en France, voire à relocaliser. Conditionné, c'est ce qu'on appelle l'aide liée. Ça a déjà été tenté, mais manifestement, ça n'est pas respecté. Eh bien, il faut le faire respecter. C'est tout le problème de notre pays, c'est qu'on décide des principes et on ne les fait pas appliquer. C'est pas qu'en cette matière. Donc oui, il faut évidemment conditionner l'aide publique à l'emploi. Ça, c'est évident. Autant aider nos entreprises, délivrer des aides publiques au service de notre économie, au service du maintien de l'emploi, au service de la production, c'est une bonne chose, mais évidemment... Le crédit d'impôt recherche, par exemple ? Oui, on a toujours dit qu'on était favorable et qu'on le maintiendrait, évidemment. Oui, mais vous voulez le conditionner ? Ah oui, évidemment, il faudrait le conditionner, oui, il faudrait le conditionner. Il y a des secteurs en particulier qu'il faut soutenir. Je ne sais pas s'il y a des casses prévisibles dans votre région, par exemple ? Non, mais vous citiez tout à l'heure l'automobile, c'est quand même extraordinaire que depuis une dizaine d'années, on soit allé aussi fort et aussi loin, sans précaution, sans préparer, vers l'électrique, au détriment du thermique, alors qu'on savait très bien qu'en Europe, nous étions leaders sur le thermique, et que sur l'électrique, ce serait la Chine. Donc les conséquences aujourd'hui étaient évidemment prévisibles. Marc Ferracci, sur ce sujet, envisage un
un bonus écologique européen, un emprunt commun européen pour financer, dit-il, des mécanismes de soutien à cette filière. Oui, mais enfin, pourquoi toujours des pansements sur une jambe de bois alors que les Allemands ont assez rapidement remarqué que ça allait contre leurs intérêts et donc ils ont freiné. Je ne dis pas qu'il faut stopper définitivement, je dis qu'il faut s'adapter. Sinon, forcément, vous allez le payer en perte d'emploi, vous allez le payer en casse sociale. Je veux dire, lorsque moi, en tant que rapporteur spécial du commerce extérieur à l'Assemblée nationale et pour le budget, on voit bien que l'on perd, notre déficit commercial est une catastrophe. Alors, on nous parle depuis des années d'attractivité du territoire, d'investissement direct, mais c'est en réalité la vente à la découpe de l'industrie française, c'est la vente à la découpe de nos entreprises. Quand les gens viennent investir chez nous, en tout cas, c'est pas pour créer des emplois. Donc tout ça est une formidable hypocrisie racontée depuis des années. Ouais, manifestement, en tout cas, quand on parle de bonus écologique européen, l'emploi viendra de la transition écologique et ça nous amène à la COP de Bakou, la conférence climat annuelle de l'ONU qui s'ouvre demain en Azerbaïdjan. Des élus de tous bords appellent au boycott, dont chez vous, Stéphane Ravier. Pourquoi ne faut-il pas y aller, selon vous ? Pour être précis, Stéphane Ravier n'est plus chez nous, parce qu'il n'est plus ni au RN d'ailleurs, ni chez Reconquête. C'est pas grave, bon. Mais j'ai compris. En tant que vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, bien évidemment, j'ai été choqué par le fait qui est la COP à Bakou. Évidemment que la situation n'est pas apaisée, et évidemment qu'il y a encore 2 poids et 2 mesures sur cette affaire, parce que qui aurait imaginé la COP se dérouler à Moscou aujourd'hui ? C'est l'équivalent de la Russie aujourd'hui, l'Azerbaïdjan ? C'est une dictature ? Mais évidemment que c'est l'équivalent de la Russie. Évidemment que l'Arménie est un pays agressé. Évidemment que l'Arménie est dans la situation de l'Ukraine. Donc c'est toujours pareil, deux poids, 2 mesures en fonction, là soyons honnêtes, des intérêts américains et européens d'ailleurs, la Commission européenne a toujours détourné. Emmanuel Macron boycotte cette COP, donc vous le soutenez ? Oui, à minima, évidemment. La chaise vide, c'est donc préférable, y compris pour les intérêts, défendre éventuellement nos intérêts sur le climat ? À un moment donné, il va y avoir des discussions quand même, c'est pas seulement le cadre qui compte. Les principes, on a toujours été contre le fait que ça se passe à Bakou. À un moment donné, il faut tirer les conclusions. Encore une fois, qui irait tranquillement à Moscou si la COP se tenait à Moscou ? Franck Alizio, vous restez avec nous, on va s'interrompre le temps du fil info, on va continuer à parler de climat avec vous. D'abord donc 8h, 9h moins 20, Marie Maheu. Y aura-t-il des trains à Noël ? Les syndicats de la SNCF appellent à la grève illimitée à partir du 11 décembre. Ils réclament un moratoire contre le démantèlement de Fret SNCF qui prévoit la suppression de 500 emplois et s'opposent à l'ouverture à la concurrence des lignes régionales. Ils ont le soutien de la FNOT, la Fédération des associations d'usagers des transports. La colère ne retombe pas en Espagne, touchée par des inondations historiques il y a 10 jours. Manifestation hier à Valence, 130 000 personnes ont réclamé la démission d'une partie de la classe politique, accusée de ne pas avoir été à la hauteur. Le bilan humain est de plus de 220 morts. L'Afghanistan sera présent à la COP29 qui s'ouvre demain en Azerbaïdjan. C'est une première depuis 3 ans et le retour des talibans au pouvoir. L'Afghanistan est l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Et puis en Ligue 1 de football, Paris s'impose 4-2 hier soir face à Angers. Monaco est 2e du classement après sa victoire à Strasbourg. À suivre en clôture de cette 11e journée, 5 matchs avec Nice-Lille à 15h et le derby Lyon-Saint-Etienne à 20h45. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, on parlait de la COP et de vos réticences à l'organisation de cette COP en Azerbaïdjan. Mais sur la question du climat, on a du mal à comprendre où est le RN. C'est vraiment une priorité pour vous ? Oui, sauf qu'encore une fois, je suis désolé, mais on essaie de voir les choses à la racine, de voir le problème à la racine. Le problème à la racine, on l'a toujours assez simplement dit, parce que c'était la vérité. La vérité se dit simplement, c'est-à-dire que tant qu'on importera de l'autre bout du monde ce que l'on peut créer, ce que l'on peut produire, et consommer à proximité, eh bien on aura et donc on aura beau inventer tous les spots de pub. Donc soutien à la production locale au quotidien, mais lorsque vous ne touchez pas à 80
80% du problème de la pollution, voilà, c'est une révolution. Il y a aussi des entreprises polluantes en France, il y a aussi des vols en avion qui polluent. Par exemple, vous vous êtes opposé à la taxe, à la surtaxe sur les billets d'avion. Est-ce que c'est pas la preuve que vous relativisez un peu ? Non, enfin, les billets d'avion, notamment sur le France-États-Unis par exemple, ont explosé. Ça n'a rien changé. L'élasticité du prix n'a rien changé. Et les gens continuent. Ça ne changera pas les choses à chaque fois. Il n'y a pas un caractère incitatif à prendre l'avion plutôt que le train, clairement. On peut se donner. Moi, je prends le train chaque semaine pour aller dans ma circonscription pour aller à Marseille. Mais tous les gens qui nous écoutent savent que les tarifs sont jamais l'avion pour le coup, beaucoup plus élevés. L'aéroport dans ma circonscription. Donc non, je ne pense pas que ça marche. Je ne pense pas que la fiscalité soit la réponse à tous les problèmes. Je ne pense pas que la culpabilisation des Français, plus largement d'Européens, soit la solution à tous les problèmes. En revanche, je pense que oui, il y a une réflexion à faire. Mais lorsque les pollueurs, c'est tout sauf nous, parce que nous sommes les meilleurs élèves, ça ne sert à rien de faire de l'autoflagellation. On est un grand pays, on a une voie diplomatique, on a une voie économique, utilisons-la pour remettre en cause une forme de libre-échangisme qui, lui, pour le coup, est anti-écolo, anti-environnemental. Voilà. Pour reprendre une vieille expression de M. Montebourg, démondialisons ce qu'il faut pour, justement, revenir à un système d'échange, un système économique plus respectueux. Il faut mettre des droits de douane, comme veut le faire Donald Trump aux États-Unis, par exemple. Oui, évidemment. Il faudrait que mais quitte à ce que les prix soient renchéris pour les consommateurs. Vous venez de dire qu'il fallait renchérir les prix via la fiscalité. Moi, je préfère les renchérir via les droits de douane. Vous savez combien il y a une importance des importations venues de Chine chez nous. Beaucoup de personnes, y compris sans doute de vos électeurs, consomment des produits venus de Chine. Il n'a pas échappé que cette politique réussissait aux États-Unis sous Trump et sous Biden. Et voilà. La politique de droits de douane fait que l'inflation est très forte. Le taux de croissance américain est dopé, la création d'emplois aussi. L'inflation aussi. Oui, bien l'inflation. L'inflation, elle a été également plus forte en Europe également. Si on prend notre exemple, pour rester sur les questions d'environnement, il y a un sujet qui va revenir, c'est l'agriculture, avec une grogne agricole qui va revenir là. L'agriculture de demain adaptée au dérèglement climatique. On va vous poser la même question qu'à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, vendredi. Est-ce qu'il faut, par exemple, continuer à aider des viticulteurs dans le sud-ouest qui manquent d'eau, alors que c'est déjà une culture très peu gourmande en eau? Oui, je pense que dans un premier temps, il faut continuer. Après, c'est une réflexion à avoir. Ça veut dire quoi dans vous un dites premier temps, et vous dites en même temps, on n'anticipe jamais assez. Donc là, la réflexion générale du RN, c'est quoi la question, mais la viticulture est une force. Enfin, je le vois dans ma région. Mais comme l'automobile, mais l'agriculture de demain, si vous voulez l'anticiper. Eh bien, il faut anticiper maintenant, il faut réfléchir maintenant. Non, on n'arrête pas d'aider maintenant. Il ne faut pas aider. On ne pourra plus assurer. Il y aura ni maintenant, ni demain. Mais après-demain, en effet, il faut imaginer à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans. Mais en effet, on ne va pas laisser arriver la catastrophe, réfléchir à ce que l'on pourrait faire. Vous n'avez pas fait de réflexion à ce stade ? Non, évidemment que pour l'instant, à ce stade, nous défendons la viticulture et nous voyons ce qu'on pourra faire. Le RN n'a pas une réflexion sur ce que doit être l'agriculture dans 20 ans? Oui, pas encore. On a une réflexion sur ce que doit être l'agriculture dans 20 ans. Mais pour l'instant, notre priorité, c'est garantir nos agriculteurs, garantir réfléchir à ce que l'on pourra produire de manière compétitive. Mais l'idée, c'est avant tout défendre les intérêts français et le faire en accord, évidemment, avec le respect de l'environnement. On parlait de Donald Trump il y a quelques secondes. Il a donc été élu une deuxième fois. J'allais dire, on a du mal à comprendre si vous êtes heureux ou pas de cette victoire. On n'a pas à être heureux ou non. Mais pourtant, Marine Le Pen, elle l'a été en 2016. Félicitations au nouveau président des États-Unis, peuple américain qui est un peuple libre. Ils ont donné un président qu'ils ont choisi, non celui qu'un système voulait leur faire valider. Elle était heureuse en 2016, Marine Le Pen. Pourquoi vous l'êtes plus ? On l'a dit en termes un tout petit peu plus choisi, un tout petit peu plus différent, mais c'est la même idée. Elle n'a pas réellement exulté, faut dire l'honnête. Elle a félicité Donald Trump. Elle s'est félicitée d'un vote populaire. Est-ce que le Trump de 2024 est aussi fréquentable que celui
celui de 2016 et 2020 pour vous? Elle s'est félicitée d'un vote populaire sans précédent. C'est une claque pour l'adversaire. C'est 312 grands électeurs, c'est une très large victoire. Les 7 États qui ont basculé. Le vote populaire qui n'avait pas d'ailleurs en 2016. Donc c'est un choix clair et net des Américains qui devraient s'interroger aussi sur ce qu'a été les 4 ans de Biden. Est-ce que c'est idéologiquement... Mais est-ce qu'en même temps, Donald Trump, il ne fait pas un peu le chemin inverse de vous quand il remet en cause l'avortement, alors que Marine Le Pen le défend, Donald Trump qui a des propos aussi misogynes quand Marine Le Pen capte le vote des femmes. Est-ce qu'il ne fait pas le chemin inverse du Rassemblement national? Je ne pense pas du tout que ce soit sa position sur l'avortement et ses positions misogynes qui ont dû le faire gagner. Enfin, non, je pense que je me demande si ce n'est pas un élément d'explication du fait que vous êtes peut-être un peu moins... on va dire enthousiaste à l'idée de sa victoire cette fois. On a toujours eu ça c'est pas nouveau, on a toujours eu des préventions par rapport au personnage, aux positions du personnage, celles que vous avez évoquées et d'autres. Le personnage, voilà, est ce qu'il est. C'est pour ça qu'on a toujours pris une distance. Maintenant, le bilan économique, le bilan général, politique d'ailleurs, y compris diplomatique, de M. Trump de 2016 à 2020 était bon pour les États-Unis. C'est normal que les Américains votent en fonction des intérêts des États-Unis. Il nous reste très peu de temps. On n'a pas beaucoup entendu le RN sur l'incident diplomatique de jeudi à Jérusalem, avec l'arrestation de 2 gendarmes français sur le site de pèlerinage de l'Éléona, domaine français. Pourquoi ce silence? Ça vous a pas choqué? Vous parlez de ce qui s'est passé à Jérusalem. À Jérusalem, avec le ministre Noël Barrot. Je pense que Marine Le Pen a dû s'exprimer. Non. Vous en pensez quoi? Écoutez, j'ai été plus marqué par ce qui s'est passé à Amsterdam, pour tout vous dire. Voilà. Ça vous choque pas que des policiers israéliens viennent arrêter des policiers français dans un domaine qui appartient à la France? Moi, je considère qu'il faut que la France soit défendue de partout. Je reste plus choqué par ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une difficulté, disons-le, dans une partie de Jérusalem? Un pogrom dans une capitale européenne me choque davantage. Maintenant, quand vous mettez 2 événements comme ça, il y a un événement qui est plus important que l'autre. Voilà, c'est clair, c'est net. Il ne s'agissait pas de les comparer, Franck. Oui, mais vous me parlez d'un événement, vous ne me parlez pas de l'autre. Alors qu'il y a un événement qui est très très important. C'est trop compliqué de critiquer Israël. Amsterdam est un événement diplomatique qui a son importance, mais qui, selon moi, beaucoup moins important. C'est trop compliqué de critiquer Israël sur ce fait-là? Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à critiquer Israël. Il n'y a pas de souci à critiquer M. Netanyahou. Il n'y a pas de souci à critiquer sa politique. Mais il y a quelque chose de très grave qui s'est passé à Amsterdam. C'est le plus important, selon moi. Merci Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, d'avoir été l'invité du 8-30. Merci Bérangère Bonte. Le Fil Info, tout de suite, 9h moins 10. Marie Maheu.